l'occasion des Journées du patrimoine ce week-end, découvrez la Casa Amor, un voyage orientaliste aux portes de Grenoble. Le lieu créé en 1855 est en ciment moulé et a changé de propriétaire 13 fois, mais grâce à Christine Guichard, il est redevenu en 1986 monument historique. Le training camp Grésivaudan a accueilli pendant quelques jours la crème du judo venue de France et de l'étranger, près de 300 stagiaires, mais aussi des champions du groupe olympique pour les encadrer dans ce cube de Bernin où l'on travaille dur mais toujours avec le sourire. Et puis le Centre chorégraphique national de Grenoble se prépare pour l'Impact Festival, 24 heures consécutives de danse entre samedi et dimanche, un événement qui proposera une vingtaine de propositions artistiques. Ena Allègre et Yannick Hugron, qui ont pris la tête du CCN il y a quelques mois, sont les invités du JT. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 12 septembre 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Les étés se suivent et se ressemblent. Si vous êtes grenoblois et que votre logement a subi des dégâts liés au mouvement de sol suite à la sécheresse de l'année 2022, vous pouvez être indemnisé par votre assureur à condition de le prévenir avant le 9 octobre. La ville vient d'obtenir l'état de catastrophe naturelle et ce n'est peut-être pas terminé. L'été 2023 a aussi été très chaud en raison d'une sécheresse importante et de la présence du vent du sud. La préfecture de l'Isère a placé un tiers du département en risque accru au feu jusqu'à mercredi matin. Ça se concentre sur la zone est. Dans la métropole, plusieurs lieux sont fermés au public jusqu'à au moins jeudi. Il s'agit des Bois des Vouillants entre Cessiné et Fontaine, à Pont-de-Clé du parc Auguste Borel et à la Bastille de la Prairie Guy Pape et de la Via Ferrata. Tous rappellent l'interdiction du feu ou de fumer à moins de 200 mètres des bois et forêts. En France, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. Le facteur humain qui peut aussi apporter des bonnes ou des moins bonnes nouvelles. C'est ce que va tenter de découvrir Éric Piolle, qui estime que les responsables politiques doivent mieux s'imprégner du quotidien des Français. Il va donc, comme l'ont dévoilé lundi nos confrères de RMC, partir en immersion dans les services de la région grenobloise. Pas pour 3 jours, comme le ministre de l'Éducation nationale en Alsace, mais pour 1 mois à chaque stage. Il pourrait débuter par un EHPAD. Selon la mairie, il s'agirait d'un vrai engagement sur un plein temps, ce qui n'a pas tardé de faire réagir les oppositions, accusant Éric Piolle de délaisser sa ville et ses habitants. On y reviendra dans la semaine. L'élu écologiste qui lâche l'éponge dans l'affaire de la fête des Tuiles et renonce à se pourvoir en cassation. Mercredi dernier, la Cour d'appel de Grenoble l'avait reconnu coupable de favoritisme, lui infligeant une amende de 8 000 € avec sursis. Condamné à la même peine, l'ancien directeur général des services et son adjoint, ainsi que l'ex-directeur de la communication, ont, eux, décidé de se pourvoir en cassation. La Casa Amor n'est pas connue pour ses tuiles, mais pour sa structure en ciment moulé. Pour créer ce bâtiment, au milieu du 19e siècle, ces architectes et constructeurs ont eu recours à des techniques inédites pour l'époque. Et aujourd'hui, la Casa Amor à Saint-Martin-le-Vinoux est toujours debout grâce à quelques passionnés qui la font vivre. Un lieu et un jardin où il fait bon flâner et que vous pourrez admirer à l'occasion des Journées du patrimoine samedi et dimanche. Camille Avon. Elle vous transportera en Orient l'espace d'un instant. La Casa Amor est un monument historique mélangeant inspiration orientale et histoire grenobloise. Créée en 1855 par un couple originaire de la ville, elle est classée aujourd'hui monument historique. La construction de la Casa Amor est faite à partir d'un ciment local qui provient d'un gisement dans le massif de la Chartreuse. Mais la Casa Amor, ce n'est pas seulement un lieu d'architecture, c'est aussi un endroit de création. Ça fait 42 ans qu'on accueille des artistes. Certains tournent des clips, certains font des expos, on a leur atelier. Enfin, tout petit parce que non subventionné au niveau création, eh bien, on arrive à faire vivre ce lieu. 2 associations y siègent toute l'année, l'atelier Tournesol qui réalise des cadrans solaires dans le jardin et l'association La Casa Amor d'hier et d'aujourd'hui qui s'occupe des visites et de la restauration. Car oui, pour garder son état d'origine, des travaux sont faits régulièrement sur les façades mais aussi dans les jardins. Une activité qui demande du temps et du personnel. C'est du quotidien, il y a tout ce qu'on peut faire par nous-mêmes, nous les habitants, ce que de temps en temps il y en a qui se proposent pour venir jardiner, alors bienvenue aux jardiniers. Et puis après, il y a des artisans. Ce matin, il y a 2 maçons qui sont en train de faire une mosaïque de granit rose de Bretagne.
La Casa Amor est aujourd'hui le plus ancien monument français en or gris. Elle a reçu de nombreuses récompenses comme le prix Vieille Maison Française en 1988 ou plus récemment avec le prix de la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2021. Pourtant, elle a du mal à trouver des aides financières pour l'aider. On n'a pas de subvention pour avoir un poste de permanent. On ne peut pas s'ouvrir comme les musées du département. On a de la chance, il y a 11 musées départementaux, mais là, c'est difficile. Prochainement, un parc public à l'entrée de la Casa Amor sera construit et pour ceux qui veulent découvrir la Maison Bleue, elle est ouverte tous les premiers samedis du mois. Elle sera donc aussi ouverte pour les Journées du patrimoine. Lauréate du Loto du patrimoine en 2019, la Casa Amor a vu la mission Berne se retirer du projet, estimant que la deuxième tranche de travaux n'allait pas assez vite. Avis aux mécènes. En juillet 2024, les meilleurs judokas du monde combattront comme tous les 4 ans pour glaner une médaille olympique. Pour défendre la France, il faudra se classer premier de sa catégorie. Cédric Revol est bien parti. L'Isérois originaire de Saint-Imier domine les moins de 60 kilos. Comme souvent, il est allé rendre visite à son club formateur, l'Alliance Grésivaudan Judo, qui chaque année organise un stage pour apprendre aux côtés de l'élite mondiale. Lucille Dailly. Combattre, c'est réagir, réfléchir, ajuster, résister. Le judo s'impose comme un sport physique, technique, stratégique. Et une grande victoire tient parfois à un petit détail. Pour l'Alliance Grésivaudan, ces détails sont si précieux qu'ils sont enseignés depuis 3 ans par l'élite mondiale de la discipline, à l'occasion d'un training camp bien relevé dès la reprise. Ce que je voulais, c'était créer un stage ouvert aux cadets juniors seniors, donc permettre à des jeunes de côtoyer des grands champions et que ces grands champions viennent d'abord dans un premier temps leur montrer leur judo, ce qu'ils produisent en compétition, ce qui leur permet d'être performants et après carrément d'être en contact, de pouvoir s'entraîner avec eux et les champions n'hésitent pas à travailler avec les jeunes et transmettre. Et dans la peau des transmetteurs, 3 champions olympiques à Tokyo, des médaillés mondiaux, dont un ancien élève, Cédric Revol, champion de France, médaillé de bronze au championnat du monde, qui a fait ses toutes premières prises sur les anciens tatamis du club de Bernin et qui est le mieux placé de sa catégorie pour disputer les JO de Paris. Lui qui s'entraîne à l'INSEP revient souvent côtoyer les jeunes de son club de toujours, car enseigner, c'est apprendre. Finalement, quand on donne des conseils, quand on réfléchit à son système d'attaque, on réfléchit aussi à sa propre façon de combattre. Et ça nous fait aussi évoluer. Et de transmettre certains détails, c'est des petits détails des fois qu'on a oubliés, sur lesquels on insiste moins. Et on se les remémore finalement aussi. Donc ça nous sert aussi énormément à nous en fait. Le but de ces masterclass théoriques et pratiques, c'est de montrer la voie vers ce qui semble impossible, de transmettre du rêve, le rêve. De toujours progresser et de faire de plus en plus de compétitions et de pourquoi pas remporter des médailles à d'autres échelles européennes, voire même mondiales. Ça montre qu'on peut progresser, qu'on peut tout faire, qu'on peut réussir dans différentes choses, qu'on perd, qu'on gagne et qu'on peut y arriver. Il faut jamais rien lâcher. Ouais, il faut persévérer. Ou encore, et quoi qu'il arrive, ne jamais rien regretter. L'objectif, on n'est jamais sûr d'y arriver, mais le chemin, on peut le maîtriser, on peut en être fier, on peut faire des choix, on peut faire plein de choses pour essayer d'arriver. Et s'il m'amène jusqu'au jeu, ça sera juste énorme. Cédric Revol, c'est sûr, sera porté vers Paris par des centaines de disciples qui, grâce à ses conseils, pourraient prendre son relais sur les podiums. L'Alliance Grésivaudan Judo inscrit une nouvelle ligne à son déjà gros palmarès. Un jeune du club, Elliot Prévé, a remporté la médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe junior ce week-end. On quitte le tatami pour la piste de danse, même les pistes de danse, les 16 et 17 septembre. Le Centre chorégraphique national de Grenoble fait sa rentrée avec l'Impact Festival. Ça se passe un peu partout en ville, principalement à la MC2, le cocon du CCN. C'est le premier grand rendez-vous que proposent Ena Allègre et Yannick Hugron, nommés à la tête de cette structure le 1er janvier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant votre arrivée, on disait le CCN2. Pourquoi maintenant on dit le CCN ? On a voulu redonner un petit peu les lettres de noblesse à Centre chorégraphique national de Grenoble. Et il nous semblait plus pertinent en fait, de garder ce nom-là. Et d'enlever le 2, qui rajoutait un élément peut-être distrayant. C'est ça aussi Oui, et puis aussi resituer que c'est un centre chorégraphique et qu'il est situé à Grenoble.
que l'air de rien, c'est très concret en fait comme projet, déjà dans le titre. C'est inédit, un duo chorégraphe-danseur pour diriger le CCN. Vous êtes chorégraphe, Aïna, et vous êtes danseur, Yannick. Oui, c'est inédit. C'est inédit. Et pourquoi vous pensez que c'est une formule qui va marcher? C'est une formule qui permet de mettre en avant les compétences de 2 métiers différents de l'art chorégraphique, de se répartir les missions. Voilà, c'est vraiment le projet que l'on porte et la mise en avant justement des métiers qui œuvrent pour l'art chorégraphique. C'est ce que vous avez, vous voulez mettre l'accent là-dessus aussi, Aïna, sur ceux qu'on ne voit pas forcément et qui font partie de la troupe. Exactement. En fait, on se rend compte actuellement qu'il faut re-questionner les centres chorégraphiques, il faut essayer de trouver d'autres formes de gouvernance, de voir comment les chorégraphes ne sont pas toujours meneurs, mais qu'il y a une troupe derrière qui mène les projets, que ce soit à la production, que ce soit à la technique, à la lumière, au son, les interprètes. Et cet endroit-là du travail, c'est ce qui nous semblait pertinent de mettre en avant dans un centre chorégraphique, c'est-à-dire que c'est une maison pour les artistes, pour créer des pièces, pour créer des projets artistiques. Et ensuite, ces projets-là sont partagés avec le public à travers différentes formes. Parce que c'est pas évident, vous arrivez, en fait l'équipe est déjà là et vous arrivez, il faut à la fois vous imposer et puis eux s'imposent à vous aussi. Oui, c'est une rencontre, c'est comment un projet en épouse un autre en fait, se modifie et puis voilà, on a une direction aussi assez claire de comment on a envie que les choses se mettent en place et puis l'équipe est complètement disposée et disponible à nous suivre. Justement, qu'est-ce que vous voulez proposer ? C'est quoi votre idée ? Ce que je vous disais jusqu'à présent, c'est-à-dire cette mise en avant des métiers qui sont autour de l'art chorégraphique, donc ce partage avec les publics, comment on va peut-être montrer une autre facette de la fabrication du spectacle, comment on va peut-être aussi apporter plus d'outils dans la formation à des techniciens lumière ou à tout un travail autour du son. Donc, comment on va réorienter un tout petit peu toutes les missions du centre chorégraphique Même si la principale mission est quand même la création des spectacles. Il ne faut pas oublier ça aussi. C'est-à-dire qu'on va dire que les centres chorégraphiques actuellement en France, donc à Grenoble, mais en toute la France, il y a quand même une première mission que c'est la création des œuvres des chorégraphes ou artistes à la direction et les artistes qu'on invite justement travailler, créer dans cette maison. Et en fait, c'est à travers ces œuvres-là, à travers ce travail-là, c'est là où nous, on va déployer, donc, comme Yannick dit, tout un partage avec le public de métiers, de façons de faire à travers donc, la médiation, la formation, les ouvertures publiques, de pièces qui sont en cours de création. Donc voilà, ça reste un endroit à la fois de fabrique et de partage de cette fabrique quelque part. Vous allez voir à présent une petite vidéo. Est-ce que vous connaissez cette personne ? Oui, bien sûr. Alors, Jean-Claude Galota. Yannick, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur Jean-Claude Galota ? Jean-Claude Galota, ça fait partie de mon histoire. C'est le démarrage de mon histoire professionnelle, on va dire. C'est avec Jean-Claude que j'ai démarré. Et j'ai travaillé au centre chorégraphique pendant de nombreuses années avec lui. Donc c'est une filiation, c'est complètement une filiation. De toute façon, dans la danse, les rencontres... Et il a été directeur du centre chorégraphique. Premier directeur du centre chorégraphique de Grenoble, oui. Et Ina, vu de l'étranger, Jean-Claude Galota, c'est Moi, je ne le connaissais pas. Importante, non ? C'est sûrement une personnalité importante, ça, j'en doute pas du tout. Mais moi, personnellement, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire que je l'ai connu plutôt à travers le récit de Yannick, ce qui est encore, pour moi, encore plus magique comme projet, c'est-à-dire arriver ici, dans un lieu dans lequel Galota a œuvré énormément, et puis à travers un interprète qui a beaucoup travaillé avec Galota, mais avec d'autres chorégraphes, bien sûr. Du coup, c'est une manière de le rencontrer à travers Yannick, donc ce qui fait une histoire assez belle, en fait. C'est encore une histoire de transmission. Exactement. Et on va parler à présent de l'Impact Festival. Alors, l'Impact Festival, c'est donc, je le disais, le 16 et le 17. Il va se passer beaucoup de choses. C'est bien, on va avoir le choix. Il vaut mieux avoir le choix que de rien avoir du tout. Donc, il y aura plein de choses. Vous allez commencer par des réveils matins, je crois.
Et ça va être un training bien avec de la musique. On va bien bouger le bassin, les bras, le dos, l'épaule. Ouais, l'idée, c'est vraiment ouvrir à tout le monde un training très court, très punchy. Très punchy, exactement. Pour commencer ce festival. Voilà. Et après, je crois que il y aura une vingtaine de propositions, c'est ça? Oui, une quinzaine de propositions. Donc des artistes qui vont arriver dans les prochains jours. C'est ça. Qu'est-ce que vous leur avez demandé? Ils vont jouer ils vont interpréter ce qu'ils ont des pièces, des morceaux, qu'ils ont l'impression, mais en format plus petit Non, c'est des choix qu'on a fait dans la programmation. On a fait plutôt. D'abord, on a un peu conçu cette idée d'Impact Festival de 24 heures d'art chorégraphique, de projet, de programmation dans laquelle à la fois on est dans la ville, dans l'espace public, dans les musées, dans le Pacifique, dans le CCN, dans l'MC2, c'est-à-dire cette idée d'itinéraire, de parcours et du coup, à partir de, on va dire, cette espèce de concept, de projet de temps fort, on a choisi une programmation qui pourrait très bien se poser dans la ville de Grenoble. Ça reflète ce sont des propositions qui reflètent ce que vous aimez, ce que vous avez envie de voir oui, ça porte un peu tout ça. Des choix personnels et puis des envies, en fait, de faire découvrir aussi. Faire découvrir complètement. Ce sont, alors il y a toujours cette espèce de gros mots accessible, pas accessible. En fait, si on a envie, il faut venir et c'est accessible à tout le monde. Oui, je pense qu'il ne faut pas trop se poser la question. C'est accessible à tout le monde. Par contre, on a aussi travaillé sur une notion qu'on trouvait très intéressante d'explorer, c'est d'imaginer les différentes échelles de public. C'est-à-dire que, pareil, la pièce de Mollard de Kim Biggess va avoir lieu dans une place, c'est pas pareil. Tout le public potentiel que tu peux... on va dire, attraper avec un projet comme ça. Et de l'autre extrême, il y a le projet de Eve Mago, qui est un projet extrêmement intimiste et qui est fait pour un seul spectateur, spectatrice. Donc, en fait, on voit dans deux extrêmes. Et puis, on peut aller encore plus loin dans la boîte noire. On programme un solo de Ian Martins dans, justement, l'auditorium de l'MC2. Donc là, c'est pour une grande échelle de public. Et après, voilà, on a essayé de faire en sorte qu'il y ait une programmation surtout diverse. Parfait. En tout cas, on peut retrouver toute cette programmation sur le site internet. Je crois que c'est Impact, je l'ai noté quelque part, impact-ccn.com. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Et puis, c'est aussi la rentrée littéraire et la rentrée des rencontres pour la librairie Le Square à Grenoble qui accueillera mercredi soir l'un des auteurs américains les plus en vue du moment, le spécialiste de la littérature du réel, David Grain. Après La Cité perdue de Z par James Gray, c'est Scorsese qui a adapté son livre La Note américaine, qui était à Cannes. Le film sortira en octobre, mais c'est pour présenter son dernier ouvrage, Les Naufragés du Wager, que l'auteur sera présent à Grenoble. Une nouvelle histoire d'aventure. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.